Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur RT France. Ce soir, donc, émission spéciale, dernier épisode de cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle. Et ce soir, on va parler du conflit syrien et de ses conséquences pour la Russie, bien évidemment. Pour en parler ce soir, je reçois Frédéric Pichon. Bonsoir, monsieur. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de Syrie, une guerre pour rien. Vous êtes l'un des rares experts d'ailleurs à se rendre sur le terrain. Merci d'être sur ce plateau. À vos côtés, Gilles Rémy. Bonsoir monsieur Rémy. Bonsoir. Vous êtes président de la CIFAL, Société de commerce internationale. Vous êtes fin connaisseur de la Russie et de Vladimir Poutine en particulier, que vous avez rencontré notamment à Moscou. Frédéric Pichon, pour commencer, en 2013, Vladimir Poutine s'est engagé à garantir le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Première intervention sur ce conflit syrien, puis engagement militaire en 2015. Est-ce que cela a changé les rapports de force sur place contre l'organisation État islamique, bien sûr ? Ah oui, alors ça, c'est très net, très clair, et je crois que tous les analystes veulent bien reconnaître ça. On est à la fin, au milieu de l'année, à l'été 2015, en Syrie, dans une situation où le régime, il faut bien le dire, et Bachar al-Assad le dit lui-même d'ailleurs lors d'une intervention devant l'Assemblée du peuple, est à deux doigts de basculer, faute d'hommes, faute évidemment de ressources, et l'intervention non seulement va effectivement stabiliser, c'était son but, mais en plus, là aussi, tous les analystes, y compris les plus anti-russes, le reconnaissent, a été une véritable réussite en termes d'économie de moyens, de stratégie, parce que ce qui est très important dans une intervention, c'est de savoir, d'avoir des buts politiques. Il ne s'agit pas juste d'aller lâcher des bombes et faire voler des avions, comme le font un peu les Américains. Voilà, mener de bout en bout avec une remarquable économie de moyens, une efficacité politique, avec en plus un volet qui est diplomatique, bien entendu, parce que la force, c'est aussi pour faire de la politique. Donc de ce point de vue-là, oui, on peut reconnaître l'intervention russe comme ayant véritablement changer les choses sur le terrain de la Syrie. Il a donc sauvé la mise à Bachar al-Assad, en quelque sorte. Oui, mais cela qui a pour conséquence, selon vous, de garantir un équilibre, notamment pour l'instauration de la paix à venir ? Alors, d'abord, il a sanctuarisé la question de Bachar al-Assad, c'est-à-dire il a sauvé Bachar al-Assad, mais surtout il essaye de faire comprendre, enfin la Russie essaie de faire comprendre aux Occidentaux que le préalable du départ d'Assad est quelque chose qui, qui avait été souhaité par l'Occident, par l'opposition, est quelque chose qui est hors sujet. Alors évidemment, on va dire, évidemment, ils protègent son protégé, mais de ceux qui connaissent la société syrienne, si vous voulez, on n'est pas dans une société tout à fait structurée de la même manière que les sociétés occidentales. Et il faut bien le reconnaître, Bachar al-Assad, c'est la clé de voûte du système. C'est-à-dire que si vous ôtez cette clé de voûte, d'abord on n'a pas de remplaçant, et d'autre part, tout le système s'effondre à cause de l'histoire effectivement de ce régime, et notamment la famille Assad et la communauté alaouite. Donc c'est une mesure de prudence aussi, et d'ailleurs on voit combien les Occidentaux sont en train de se rallier à cette position très tardivement. Emmanuel Macron, en juin dernier, a quand même admis que c'était pas Bachar al-Assad la priorité, et que d'ailleurs il fallait éventuellement, pourquoi pas, parler avec lui. Mais on a mis 5 ans, 6 ans à en arriver là, faute d'une bonne analyse évidemment de la situation. Et puis on a pris beaucoup nos désirs pour des réalités. Enfin, quand je dis on, les Français en particulier. Gilles Rémy, la Russie n'avait pas d'influence particulière au Moyen-Orient. Depuis son engagement dans le conflit syrien, ça a redonné une stature internationale à la Russie. La Russie a beaucoup compté au Moyen-Orient. Enfin, l'Union soviétique et la Russie, si on considère que c'est l'héritière de l'Union soviétique. C'est simplement, vous avez raison, c'est qu'on part de loin. C'est-à-dire que la période des années 90, l'affaissement de la Russie après la dislocation de l'Union soviétique, a fait que la Russie avait disparu pratiquement de la scène internationale. Mais tout de même, les relations avec la Syrie ont toujours été des relations très particulières, puisque c'était la seule base militaire navale qui restait à la Russie. Les liens étaient extrêmement développés. Faut pas oublier qu'il y a
40 000 mariages, couples mixtes. Et ce qui a d'ailleurs posé, certains ont été évacués dès le début, mais les liens sont anciens, ont été constants, etc. Et donc, on comprend aussi qu'au-delà de l'approche plus générale, la Russie pouvait difficilement... La Russie, qui revient sur la scène internationale, pouvait difficilement laisser la Syrie tomber, et puis certainement Damas aux mains des terroristes les plus extrémistes. C'était, vu de Russie et du peuple russe, je crois que c'était quelque chose qui était inconcevable. Alors, vu du peuple russe, cette question du terrorisme, puisque la Russie a été très tôt victime de ce terrorisme islamiste, notamment dans le Caucase Nord. Du point de vue des Russes, cette perception du terrorisme, ça leur fait peur, comme en Occident ? Oui, ça leur fait peur, bien sûr, puisque il y a à peu près... Alors, on dit qu'il y a à peu près 8000 russophones, hein, donc qui viennent de Russie, du Caucase russe, mais également du Turkménistan, enfin de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan ou d'autres républiques ex-soviétiques. Mais enfin, ces gens-là, ils communiquent entre eux en russe. Hein, et il y en a beaucoup en Syrie, d'ailleurs. Il y en a beaucoup en Syrie. Il y en a beaucoup en Syrie. On les évalue, enfin, sur la zone à peu près à 8000. Je pense qu'ils partagent la même chose, c'est qu'ils n'ont pas non plus envie de les revoir revenir. Et donc, la question du terrorisme en soi, oui, c'est une vraie question. Ensuite, il y a la question de la présence de la Russie dans cette zone. N'oublions pas que nous sommes à quelques heures de vol des frontières sud de la Russie. Nous sommes très très proches. Et puis il y a une autre dimension aussi qui est peut-être pas suffisamment mentionnée, c'est que le Russe moyen a tendance à considérer que l'Occident, l'Europe, a complètement abandonné les chrétiens d'Orient. Et que la Russie est finalement aujourd'hui le seul pays qui a une politique cohérente et qui s'avère être le dernier protecteur de ses populations. Avec aussi ce ressentiment, c'est-à-dire qu'on a vu la guerre en Irak où la Russie était au plus faible. Hein, on a vu l'intervention française en Libye, etc. Et je crois que le consensus, c'était de stopper cette escalade et de reprendre position dans cette région. Frédéric Pichon, la Russie est donc redevenue un acteur majeur sur la scène internationale. Elle a aussi, avec ce conflit syrien notamment, réussi à renouer des liens avec les partenaires régionaux au Moyen-Orient. Oui, c'est assez notable. Donc effectivement, on avait des points d'appui qui dataient de la guerre froide, mais dont finalement la Syrie constituait quasiment le seul point d'appui un peu fort. Le résultat en 2018, c'est assez spectaculaire. C'est-à-dire que les liens avec l'Égypte, qui quand même est traditionnellement, depuis 1977, une espèce de protectorat américain, du point de vue stratégique en tout cas, avec cette allocation américaine annuelle de 2 milliards ou 4 milliards de dollars, qui d'ailleurs est en train d'être renégociée par les Américains, parce qu'ils voient les relations avec Israël également, avec la Turquie. Non, je crois que là, pour le coup, et l'Iran, bien entendu, la Russie a su s'engouffrer. Alors, d'une part, je pense dans une espèce de vide stratégique qui date de l'époque d'Obama. Et puis, c'est la faiblesse des États-Unis qui a fait que toutes ces alliances ont pu se renforcer. Je pense. Et moi, peut-être, je vais peut-être un peu nuancer ce que vous avez dit. Je crois pas, parce que c'est très à la mode, évidemment, d'agiter le spectre d'une nouvelle URSS, d'une nouvelle guerre froide, avec une puissance russe qui aurait des ambitions internationales ou mondiales. Non, je crois que là, elle a des ambitions régionales. Elle a montré sa capacité d'être une puissance régionale, mais elle ne profite que finalement que de la faiblesse ou du relatif désengagement des États-Unis, des atermoiements d'Obama, même de Trump. On ne sait pas exactement, enfin on en parlera peut-être, je pense qu'on en parlera même, ce que va faire Donald Trump vis-à-vis de la Syrie et plus généralement le Moyen-Orient. Mais en tout cas, il sera obligé de compter avec la Russie de ce point de vue-là. Voilà. Alors après, il y a la question aussi militaire et stratégique. Tout ça s'est fait évidemment aussi dans un axe poursuivi par la Russie qui est davantage, c'est pas quelque chose d'offensif, c'est plutôt des stratégies de déni d'accès. En fin de compte, ils ont cadenassé un petit peu le ciel régional, tout en laissant passer de temps en temps, évidemment, les uns et les autres, mais il faut toujours se coordonner avec les Russes. Ils sont donc, même du point de vue des systèmes antiaériens, des systèmes de déni d'accès, ils sont incontournables.
Ils sont devenus incontournables. Quelles conséquences, Gilles Rémy, ce conflit syrien a-t-il eu sur l'armement russe? Est-ce que la Syrie a permis de montrer, en tout cas de tester de nouvelles armes? Alors je pense que c'est un des effets, parmi d'autres, qui résulte de l'intervention en Syrie, que je pense que ce n'était pas un élément très important au départ de la décision d'intervenir. Mais aujourd'hui, on a une constatation, c'est que je crois que les chiffres officiels russes, c'est de dire qu'environ 200 types d'armes nouvelles ou modernisées ont été testés en Russie. Je crois que c'est une donnée qui ébranle un peu l'OTAN, les États-Unis en particulier. On a vu des systèmes. Alors, il faut voir d'où on vient là également. Le complexe militaire-industriel était dans un état de délabrement terrible dans les années 90. Avec l'arrivée de Poutine, il y a eu un effort qui a été fait, plus particulièrement dans la dernière période, mais qui aurait parié un copec sur la renaissance de ce secteur en Russie. Et là, on assiste à des choses tout à fait remarquables. Je ne vais pas citer, je ne vais pas rentrer dans des débats techniques, mais enfin, quand on voit des missiles de croisière du type calibre tirés depuis la mer Noire, qui passent par-dessus l'Iran et l'Irak avec leur autorisation pour arriver et sur une cible avec 5 mètres de précision, on est dans de la très haute technologie. Et d'autant que c'est un missile qui va jusqu'à 2500 km. L'OTAN, quand le tir a été fait, a pensé que sa portée tournait autour de 1000 km. Donc on a effectivement, ça a été une démonstration technologique. Poutine dit que nous avons peut-être la meilleure armée du monde. Ce qui est sûr, c'est que tout à fait ce qui s'est passé est tout à fait remarquable. Et puis j'ouvrirai une parenthèse. Ce qui est peut-être le plus inquiétant dans tout ça, c'est de se dire que les Russes arrivent à faire tout ça en ayant des équipements qui sont peut-être au top mondial, avec un budget militaire dont on parle beaucoup, mais qui ne représente que le 10e du budget américain. Que le 10e du budget américain et le 15e, enfin, les dépenses États-Unis plus OTAN, c'est 15 fois le budget russe. Et avec tout ça, ils arrivent à moderniser leur système d'armement. Et la grande inquiétude qu'on peut avoir, c'est mais que font les Américains avec leur argent? Le complexe militaire industriel est complètement gavé. Et je crois qu'on a une vraie menace de ce point de vue-là. Je ferme ma parenthèse. C'est votre avis, monsieur Pichon? Ça a été une formidable vitrine et une surprise pour les Occidentaux, Alors, pour moi, je suis pas un spécialiste des systèmes d'armes, mais quand on remonte à des systèmes comme les S-200 par exemple, puis les S-300 et les S-400, je crois qu'il y avait quand même un héritage soviétique. Mais je parle, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure de stratégie de déni d'accès, je crois qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que c'est une sorte de guerre asymétrique. C'est pas la guérilla des djihadistes, bien évidemment, mais face au poids, comme vous l'avez rappelé, du complexe militaire-industriel, des dépenses militaires américaines qui auraient dû théoriquement baisser sous Obama et qui n'ont fait qu'augmenter. On est à 600 milliards de dollars, soit quasiment 45% de l'ensemble des dépenses militaires mondiales. Finalement, avec toujours cette idée d'économie de moyens, avec un budget 10 fois moins important, mais en développant certaines armes, c'est-à-dire qui dénient l'accès ou qui permettent justement une certaine furtivité, il y a quelque chose d'assez remarquable, effectivement, et dont la Syrie a été la vitrine, bien sûr, sachant que finalement les troupes au sol en Syrie, les troupes russes au sol ne sont pas très nombreuses, n'ont pas été engagées énormément, et qu'elles n'ont pas été exposées non plus. Ça, c'est une vraie crainte pour la Russie, cet engagement au sol. Ça a été assez habilement fait. Moi, je me suis baladé pas mal sur le territoire syrien, y compris à Alep, après la chute d'Alep. La Russie, les Russes n'étaient pas visibles, ils n'étaient jamais en statique. Quand ils se déplacent, en général, en Syrie, ils bloquent une autoroute sur 100 km, personne n'a le droit d'approcher. Quand un officiel russe se rend dans le centre de Damas, vous avez des embouteillages épouvantables qui sont encore pires que d'habitude. Ils prennent aucun risque et ils sont pas dans le statique. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu à se plaindre d'attentats qui visaient en particulier. On arrive à chiffrer le bilan humain côté russe impliqué sur le conflit syrien, ou c'est compliqué? Alors moi,
les armées communiquent à leur manière, toutes les armées, y compris l'armée russe. Officiellement, on doit avoir quelques dizaines et souvent d'ailleurs il y a des accidents. Vous savez comme maintenant, c'est souvent des accidents, etc. C'est relativement peu. Il y a, je crois qu'on peut en parler, parce que là aussi il y a un fantasme ces jours-ci dans la presse. On parle de la mystérieuse entreprise des mercenaires de Poutine, la société Wagner. Sauf que ça n'a rien de mystérieux. Ça fait 5 ans qu'on sait que Wagner société opère. Militaire privée. Hein. Voilà. Et on aurait bien aimé que certains de vos confrères utilisent le terme de société militaire privée, de chien de guerre. Comme l'ont fait les États-Unis en Irak. Comme l'ont fait les États-Unis avec Blackwater. On était jusqu'à 350 000 contractors en Irak. Voilà. Bon, ils font un peu. Ils étaient lors d'une des reprises de Palmyre. Ils ont été à la manœuvre. Ils ne sont pas d'ailleurs uniquement dédiés à des activités militaires. Hein. Il y a des activités de sécurisation de sites. Voilà. Bon. Donc, si on prend le total, je sais que dans ça s'est un peu remonté d'ailleurs dans la société russe parce que les listes des morts de Wagner, notamment lors du dernier bombardement américain à côté de Dresden, plus d'une centaine de personnes ont été tuées. Donc il y a des familles en Russie. Il y a eu, je crois, une certaine émotion, mais bon, après il n'y a rien de bien extraordinaire. Beaucoup d'armées, de grandes armées, fonctionnent comme ça avec des sociétés militaires privées. Quelle retombée économique la Syrie pourrait-elle avoir pour la Russie? Quel bénéfice en termes de reconstruction, en termes de... Alors, déjà, immédiatement, comme on le disait, c'est une démonstration de la technologie russe qui a des effets immédiats. Vous avez le système de défense antiaérienne S-400 qui, aujourd'hui, est demandé par des pays aussi divers, déjà des pays de l'OTAN, comme la Turquie, mais l'Iran qui a déjà passé contrat, mais également des pays qui ne sont pas des alliés traditionnels de la Russie, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, peut-être Bahreïn demain, ou le Maroc. Donc, là, on voit bien que en dehors de toutes les alliances militaires, on considère que le matériel russe est effectivement l'Arabie Saoudite a acheté des armes à la Russie. Il s'est tendu, oui, absolument. Oui. Et sur les systèmes justement de défense antiaérienne. D'accord. Donc ça, c'est une situation qui est quand même tout à fait nouvelle. En ce qui concerne les coûts de l'opération, c'est très difficile à dire. On parle de 3 à 5 millions par jour. Oui, ce qui serait extrêmement modeste par rapport à un engagement américain, ne serait-ce qu'en Afghanistan. Donc on semble qu'on soit sur des coûts extrêmement modestes. Et en tout cas, on ne sent pas d'inquiétude sur le fait que ça pèse sur l'économie russe et sur le budget russe. Donc c'est un coût extrêmement marginal de ce point de vue-là. Et à terme, justement, quels pourraient être les bénéfices Alors ensuite va se poser, enfin, je ne suis pas spécialiste de la Syrie, mais va se poser la question de la reconstruction qui viendra bien un jour et peut-être plus tôt qu'on ne s'y attend. Là, évidemment, pour nous Français, c'est un drame, c'est un drame déjà parce que nous avons quand même une responsabilité historique sur la Syrie et nous ne parlons plus à personne là-bas. Et en plus, cette reconstruction, ça va être très difficile pour nous, pour nos entreprises, de prendre place. Alors peut-être que le climat s'améliorera, notamment dans le cadre bilatéral avec la Russie, et qu'on pourra peut-être trouver des alliances avec des entreprises russes. Mais ne nous faisons pas d'illusions, nous ne serons pas leaders dans la reconstruction de la Syrie. Frédéric Pichon, il y a eu un front commun contre l'organisation État islamique, que ce soit Russie, États-Unis, France. Par contre, il y a une divergence sur qui sont réellement les terroristes en Syrie. On le voit dans la libération d'Alep, la Russie, la Syrie qui continuait les combats. C'est le cas également dans la Ghouta orientale. Quelle est cette divergence de vue sur ces groupes terroristes ? Alors cette divergence, elle a porté sur le fait qu'on a longtemps voulu nous prétendre en Occident qu'il y avait une rébellion modérée. Je crois que c'est sur la question des modérés. Alors on a dit, voilà, Poutine ne se concentre pas sur l'État islamique. On a dit beaucoup de mensonges aussi, comme quoi l'armée syrienne ne combattait pas l'État islamique. En tout cas, l'inverse était vrai, c'est-à-dire que l'État islamique combattait bien l'armée syrienne. Bon, on a entendu n'importe quoi. Je crois que les Russes, en fait, assez vite dans leurs interventions, en frappant toutes les rébellions, ont voulu montrer que on avait un peu rapidement... Rébellion islamiste, voilà. On avait voulu un peu rapidement distinguer des modérés, des rebelles sur lesquels l'Occident aurait pu s'appuyer. Enfin, le résultat des courses en 2018, c'est que
l'Occident n'a aucun levier militaire sur place. Il y a pas. Les Turcs ont constitué leur armée nationale syrienne en embauchant des types qui avaient, d'ailleurs certains eu des parcours un peu bizarres en passant par certains groupes qui avaient travaillé avec les djihadistes, avec Al-Qaïda. Bon, mais on n'a aucun levier. Donc je crois que c'était ça l'idée des Russes, c'est qu'il n'y avait pas de modérés. Il y a des... C'est ce qu'ils disent, hein. Pour eux, l'islamisme modéré n'existe pas. On est islamiste ou on l'est pas, en gros. C'est ça, c'est-à-dire que l'islamisme politique est devenu la matrice idéologique de l'opposition en Syrie depuis très longtemps, et dans le monde arabe en général, depuis les années 70. Donc comment voulez-vous que, dès les débuts du conflit, cette opposition ne se réclame pas de symboles ou ne revendique pas l'application de la charia, etc. Ça payait pas. Je veux dire, les premières brigades qui se constituaient dans les villages et autres, qui avaient besoin d'être financées par les pays du Golfe, n'allaient pas annoncer un programme social-démocrate ou de protection des minorités, etc. Ça fait pas. C'est pas comme ça que vous gagnez des dollars. C'est en récitant des sourates du Coran, etc. Et donc il y a un agenda islamiste. Du point de vue russe aussi, je crois que la leçon, c'est de dire. De rappeler à l'Occident qu'après la Libye, déstabiliser les États, laisser se constituer des zones grises, des sanctuaires pour le terrorisme, c'est aussi être inconscient ou plutôt devoir envisager d'en payer le contre-coup. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Je ne dis pas que les Russes étaient contents. Il y a des gens qui ont dit les Russes... Poutine se réjouit, se frotte les mains à cause du Bataclan, etc. Mais enfin, c'est pas de la faute de la Russie. Je veux dire, on a été totalement désinvolte vis-à-vis de cette question-là. C'est le cas Idlib, notamment. Il y a une espèce de zone où encore... Alors voilà. Alors Idlib, actuellement, la Routa, ça devrait être terminé dans quelques jours. Mais Idlib, on a 2-3 millions d'habitants, dont... alors, avec tout un tas de factions... islamistes, mais alors là, par contre, avec une forte concentration d'ex-membres d'Al-Qaïda en Syrie, c'est-à-dire Front al-Nosra, qui s'est appelé ensuite Hayat Tahrir al-Sham, qui sont alors internationalistes. Vous avez des Tchétchènes, vous avez beaucoup de Ouïghours également, vous avez des Français, vous avez des Turcs, vous avez des Syriens également. Et là, potentiellement, c'est assez explosif. Même les États-Unis ont quand même fait des frappes ciblées ces derniers mois dans cette région d'Idlib. Il va falloir s'occuper de cela. Et là, je vois mal comment on pourra, une fois de plus, déplorer les bombardements russes, etc. D'ailleurs, je pense que personne ne dira rien, parce que c'est vraiment devenu un problème. Monsieur Rémy, est-ce que l'Occident, vous qui avez beaucoup de relations entre la Russie, la France et les pays occidentaux, est-ce que l'Occident a du mal à admettre que la Russie peut être l'une des solutions pour la sortie de crise en Syrie ? Du mal à admettre, oui, puisque probablement parce qu'on s'est habitué à ce que la Russie ne soit plus, comme on l'a dit, qu'une puissance régionale, mais régionale d'une façon très restrictive. Oui, alors après il y a le principe de réalité. Je crois qu'il y a un changement effectivement en France très significatif entre la position qui a été défendue par le président précédent et le président Hollande et le président Macron. Le principe de réalité, c'est que il faut discuter avec ceux qui sont au pouvoir à un moment donné et que le préalable n'a pas de sens. Alors, je reviens sur ce qui a été dit, c'est que la Russie a une position tout à fait exceptionnelle aujourd'hui. Elle parle à tout le monde. Et je pense que l'intérêt bien compris, notre intérêt bien compris, c'est qu'elle continue à parler à tout le monde. Parce qu'il y a de quoi être extrêmement inquiet, notamment d'une réaction d'Israël. Et je crois que si la politique israélienne est sur ce point-là raisonnable, je pense que ça tient beaucoup à la Russie. N'oublions pas qu'Israël, il y a 1 million de Russes, 20% de la population sont russes. Ces gens-là ne veulent pas être en guerre avec leur pays d'origine avec lequel ils ont énormément de contacts. Donc ça rend raisonnable même les faucons israéliens. Donc oui, de ce point de vue-là, je veux dire, la Russie sert nos intérêts en termes de stabilité. Est-ce que cette position qu'a la Russie avec Israël, c'est la même chose avec la Turquie, notamment dans l'enclave d'Afrine, qui est à majorité kurde et qui est perçue par Ankara comme des terroristes sur place? Quel rôle a la Russie sur cette enclave, cette question de cette enclave?
Alors c'est plus complexe avec la Turquie parce qu'il y avait quand même eu un casus belli, puisqu'un bombardier russe avait été abattu par la chasse turque. Spectaculairement, il y avait eu une réconciliation entre Erdogan et Poutine. Ce qui se joue, en fait, moi je crois, sur la question d'Afrine. Bien évidemment, les Kurdes, en tout cas, les Kurdes du PYD, pas tous les Kurdes, mais les unités de protection du peuple. Voilà, les Kurdes du PYD sont en train d'être, effectivement, on peut avoir l'impression qu'ils se font lâcher par tout le monde, y compris par les Russes. Bon, dans le passé, ils ont un petit peu promis aussi à tout le monde. Et ça, la Russie, comme d'autres partenaires, comme les Turcs aussi, n'aiment pas trop des factions qui se vendent ou qui promettent aux Américains et en même temps aux Russes. Il y a une deuxième chose, c'est que je pense que Moscou voit d'un bon œil, et c'est un peu une obsession russe qui peut se comprendre, la Turquie est membre de l'OTAN. Et arriver à s'entendre avec un membre de l'OTAN et singulièrement contre des unités de protection du peuple qui, par ailleurs, peut-être pas dans le canton d'Afrine, mais en tout cas Manbij et plus à l'est, ont combattu, ont été formés par les forces américaines, eh bien c'est tout bénéfice pour la Russie, parce que ça oblige d'une certaine manière les États-Unis et les Turcs à clarifier leur rapport au sein de l'Alliance Atlantique, et je pense que la Russie voit pas ça d'un très mauvais œil. En même temps, la Turquie est indispensable, elle fait partie des puissances régionales qui peuvent influer sur le terrain, et donc la Russie est obligée de s'entendre avec la Turquie de ce point de vue-là. Question difficile, comment sortir de cette crise en Syrie? Il y a 2 processus de paix en ce moment, celui de Genève, celui d'Astana poursuivi à Sotchi, avec 2 visions différentes, avec des acteurs qui ne veulent pas se rendre ni à l'une ni à l'autre de ce processus. Comment est-ce que la Russie doit être un acteur clé de ce processus de paix, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron? Elle est un acteur clé, bien entendu. Moi, je pense que c'est pas, et les Russes savent que ce ne sont pas ces conférences de Sotchi ou d'Astana ou en Égypte ou de ces coalitions qui sont. Il y a clairement une volonté occidentale de discréditer en tout cas le processus d'Astana. Bien sûr, mais ce sera ni Genève ni. Je veux dire, celui qui réglera le conflit, c'est celui qui aura les leviers, y compris militaires, sur place. Les Occidentaux, alors. Eux jouent un levier en ce moment, en attendant que se déploie l'hypothétique force américaine des 30 000 hommes annoncés par Tillerson au nord de la Syrie. Mais avant ça, le levier, il faut le dire, parce qu'on parlait de reconstruction tout à l'heure, sur lequel comptent les Occidentaux, peut-être la France aussi, c'est malheureusement de prolonger indéfiniment le conflit en n'intervenant pas tant que ça, mais en empêchant un règlement rapide, de manière à empêcher ou retarder la mainmise supposée, non pas tellement de la Russie, mais de l'Iran sur la région. Le problème, c'est que ça se fait au prix, évidemment, de souffrance pour la population syrienne. 7 ans de guerre pour les Syriens, c'est très long. Vous avez des étudiants qui ont interrompu leurs études, vous avez des gens qui veulent échapper au service militaire, vous avez des gens qui n'ont connu que ça, des enfants qui n'ont connu que ça. Mais il faut savoir qu'actuellement, la reconstruction est bloquée, elle n'est pas possible, parce que les acteurs, d'abord la Russie n'a pas les moyens de payer cette reconstruction. Ouais. Et cette position-là, à mon avis, seul levier de l'Occident, moralement, est quand même indéfendable. Monsieur Rémy, la Russie a-t-elle les moyens de s'engager à long terme, financièrement en tout cas, dans ce conflit syrien? Elle peut tenir la situation actuelle, mais je suis tout à fait d'accord, c'est un drame humain, le fait de prolonger cette guerre à un coût humain quotidien. Parlant. Mais économiquement, non, la Russie ne pourra pas financer la reconstruction de la Syrie. Il y aura des financements internationaux, qui viendront peut-être de Chine ou d'ailleurs. De rester en tout cas engagé en Syrie, étant donné l'état aussi de l'économie intérieure. Peut-être. Oui, alors, mais bien sûr que la priorité ira toujours à l'économie russe, mais les financements peuvent être très bien des financements d'origine chinoise ou d'origine. Enfin, il y aura un blocage peut-être probablement américain là-dessus, mais la Russie ne financera pas seule la 400 millions de dollars, la Banque mondiale estime. Mais elle va rester en tout cas impliquée dans ce. Mais en revanche, je pense que les entreprises russes sont déjà présentes et regardent bien. Quel type d'entreprise? Les entreprises de construction, les entreprises de pétrole aussi. De tout ce qui est infrastructure, le pétrole aussi. Parapétrolier, oui.
Très bien. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Rémy, Monsieur Pichon, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur RT France. C'était donc le dernier volet de cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle. Dès demain, à partir de 19h, grande soirée consacrée à cette élection en Russie. Demain, vous retrouverez tous nos invités, nos correspondants sur place qui vous donneront toutes les informations en temps réel. À demain. En attendant, c'est le JT de 20h. Restez avec nous sur RT France.